Squamish, Kichisipi Anishinaabe, Ho. Le 1er août, l'équipage arrive enfin en Huronie. En 22 jours, on a franchi plus de 1150 km depuis Québec, pagayant surtout à contre-courant et affronté 58 portages. On arrive enfin au village Tohanché, dans la baie de Penetanguishene. Étienne Brûlé pourra enfin faire découvrir son pays d'adoption à son capitaine Champlain et à son ami Thomas. Plus jeune, j'avais expliqué à mon frère Raphaël que le véritable nom des Hurons, c'est les Wendat, c'est-à-dire les habitants de l'île. On parle de l'île de la Grande Tortue, l'Amérique du Nord. Mes ancêtres avaient vraiment le pouvoir de la vision, car l'Amérique du Nord a la forme d'une grande tortue. Comment ont-ils pu le savoir? C'est extraordinaire. Les Wendat ont été surnommés les Hurons par les Français à cause de leur coiffure en mohawk. Ça leur rappelait la hure des sangliers en France. Et le véritable nom de la Huronie, c'est Wendake, le pays des Wendat. Aujourd'hui, la Huronie, c'est en grande partie le comté de Simcoe. Puis à l'hiver, c'est bien tranquille. Mais à l'été, c'est le cottage country des 3 millions de résidents de Toronto. Les nouveaux arrivés découvriront que des milliers de Wendat vivent en Huronie ou au Wendake. En fait, ils sont 30 000 Wendat répartis en 4 nations. Le clan du cerf, le clan de la pierre, le clan de la corde et, le plus populeux, le clan de l'ours. C'est justement chez le clan de l'ours, nommé les Agtignawanta, qu'Étienne a été accueilli comme un fils 5 ans auparavant, soit en 1610. Au Wendake, Samuel de Champlain découvrira un tout nouvel univers. Même Thomas, qui a déjà hiverné chez les Algonquins, se rendra compte que les Hurons-Wendat et les Algonquins Anishinaabe, même s'ils partagent une culture et des croyances très semblables, vivent de façon tout à fait différente. Comparativement aux familles Anishinaabe ou Algonquines, les Hurons-Wendat vivent de façon plus sédentaire dans de grands villages fortifiés pouvant accueillir de 1000 à 2000 habitants. Ils vivent une douzaine d'années dans ces villages, soit jusqu'à ce qu'ils aient épuisé les terres agricoles autour d'eux. Ils rebâtissent ensuite ailleurs, suivant le même cycle. En fait, ce cycle, c'est celui du maïs, le principal aliment des Hurons-Wendat. Pour mes ancêtres, le cycle du maïs offert par Mère la Terre, c'est le cycle de la vie. Les Wendat s'adonnent eux aussi à la cueillette de fruits, mais ce sont d'abord et avant tout de grands agriculteurs. Ils cultivent le tabac, les courges et citrouilles, les haricots et le tournesol. Ils sèment de l'herbe au soleil, dont ils font de l'huile avec la graine, et grande quantité de blé d'Inde, qui vient très beau. Très tôt, la jeune fille Wendat devient l'agricultrice du maïs. 60% de ce que les Wendat mangent, c'est une espèce de gruau fait de maïs écrasé au pilon et dans lequel on ajoute parfois de la viande ou du poisson. On appelle cette soupe la sagamité. La jeune fille Wendat apprend même à fabriquer de jolies poupées à partir des feuilles des épis. Tout comme les Anishinaabe, les Wendat sont de talentueux artisans. Femmes et filles confectionnent vêtements, accessoires et bijoux. Tout est fait à la main avec patience et doigté. Les Français troquent des outils de fer, tels les couteaux et les poinçons, qui faciliteront l'artisanat et les tâches quotidiennes. On a surnommé les Français les gens de fer. Plusieurs Premières Nations minaient déjà le cuivre. Or, la puissance du fer va révolutionner toute leur vie.
partir de l'âge de 12 ans, le jeune garçon Wendat poursuit sa quête de vision pour entrer dans le monde des hommes. Il apprend à jouer fort, à la crosse, comme à d'autres jeux, tel le jeu du canard, qui est une espèce de jeu de quilles. Il développe son adresse, son sens de la stratégie, son endurance, sa capacité à travailler en équipe. Il aura besoin de tout ça pour survivre. Il composera aussi son Adonway, son chant du guerrier et de sa vie, qu'il chantera à plein poumon si jamais il connaît l'honneur de mourir au poteau de torture. Le jeune Wendat apprend aussi comment fabriquer des armes, comment fabriquer et réparer des maisons, et aussi comment confectionner des tambours. Le tambour, c'est l'instrument que le Créateur a offert aux hommes. On vit ici dans des maisons longues. Ces grandes demeures en écorce d'orme abritent de 50 à 100 personnes. Les Hurons-Wendat sont une branche du grand groupe iroquoien. Ils se sont séparés des Iroquois et ont déménagé plus au nord. Le vrai nom des Iroquois, c'est les Haudenosaunee, le peuple des maisons longues. Les Wendat partagent avec eux non seulement le même sang, mais aussi le même mode de vie et la même langue ponctuée de sons tels les ou, an, t, gne, ro et non. Dans ces maisons longues, 3 grandes familles vivent sous le même toit et elles sont guidées par la sagesse des femmes. Ce sont des sociétés matrilinéaires où la lignée familiale est déterminée en fonction de la mère. Celles-ci sont les gardiennes des feux dans les maisons longues. Ces feux ne doivent jamais s'éteindre. Chez les Wendat, on consulte le cercle des grands-mères pour prendre les grandes décisions à propos de tout ce qui se passe dans le village. Ce sont même les grands-mères qui choisissent le chef du village. On a compris l'importance de l'équilibre et le pouvoir du cercle dans notre culture, où en réalité, tout le monde est égal et a droit au bâton de la parole. C'est l'origine de la démocratie au Canada. Chez mes ancêtres Anishinaabe, les femmes voyagent, portagent et pagayent autant que les hommes. Mais chez mes ancêtres Wendat, les rôles sont plus définis entre les femmes et les hommes. Les femmes s'occupent de ce qui a trait à la vie, les enfants, la nourriture ou l'agriculture, tandis que les hommes s'occupent de ce qui a trait à la mort, donc la pêche, la chasse et la guerre. Au cœur des maisons longues, les légendes transmises de génération en génération sont des enseignements de vie. Par exemple, une légende raconte qu'une poupée de maïs, qui avait un beau visage, passait plus de temps à contempler sa propre beauté au lieu d'amuser les enfants. Le Créateur lui a donc enlevé son beau visage. Cette légende enseigne aux enfants l'humilité et surtout à éviter la vanité. Il y a aussi la légende des 3 sœurs qui aiment pousser et croître ensemble. Le maïs, les courges et les haricots. Selon la légende, les 3 sœurs sont un cadeau du Créateur. Elles sont inséparables. La nuit venue, au clair de lune, elles prennent la forme de jolies jeunes femmes et dansent à l'ombre des champs de maïs, chantant des louanges à notre mère à tous, la terre. Chez nous, je n'ai plus besoin de me cacher comme ont dû le faire mes grands-parents. On vit toujours nos traditions au cycle des saisons, comme au cycle de la roue de médecine. Un jour, ce sera mon tour d'enseigner nos légendes et nos traditions à mes enfants et mes petits-enfants. C'est le cycle de la vie. Champlain est émerveillé par le pays des Hurons. Il visite 3 autres villages. Ils nous reçurent fort aimablement, nous faisant festin de leur pain, citrouilles et poissons. Une fille vint à moi, s'offrant à me tenir compagnie, de quoi je la remerciai. Selon les rumeurs et les écrits de l'époque, Étienne Brûlé, lui, n'aurait pas refusé les avances d'une jeune et belle Huronne. De nos jours, on raconte encore à la blague, mais sur fond de vérité, qu'à un moment donné, la moitié des enfants du village de Tohanché
étaient ses enfants. Vive le Nouveau Monde! Ce pays est très beau et très bon, par lequel il fait beau cheminer. De là, je me fis conduire à Caragua. Près de l'actuel village de La Fontaine, on commémore le village de Caragua. Comme on déménageait les villages Huron-Wendat à chaque 12 ou 15 ans pour assurer la fertilité du maïs, il existe sans doute encore plusieurs sites de villages dont on n'a même pas encore retrouvé la trace. À Caragua, Champlain retrouve la douzaine d'autres Français et celui qui l'a devancé, trop excité, le père Joseph Le Caron. Nous y trouvâmes le père Joseph, étant fort aise de le voir en santé. Et le 12e jour d'août, le révérend père célébra la Sainte Messe et y fut planté une croix. C'est la première célébration catholique en Ontario à laquelle Champlain a participé. Mais Champlain n'était pas venu jusqu'ici que pour le plaisir d'explorer et d'y porter la gloire de Dieu. On doit aller sur le sentier de la guerre vers l'Iroquoisie, le pays des Iroquois. Les 5 nations iroquoises habitent au sud du lac Ontario. Il faut aller décourager pour de bon ses ennemis avant que l'hiver arrive. Or, les guerriers Hurons, tel le chef Orani, croyaient que Champlain était mort. Ils ne sont vraiment pas prêts à partir. Ils doivent faire leur cérémonie rituelle et Champlain aura le temps de visiter 3 autres villages. Je commence en Nouvelle-France. Au Wendake, c'est sur cette pointe que le printemps de notre histoire a fleuri depuis l'arrivée du jeune Étienne Brûlé. Aujourd'hui, Tohanché est devenu un hameau et la baie qui l'entoure porte maintenant le nom de la communauté qui s'est installée tout près, Penetanguishene. Le 1er août 2015, c'est l'écrivain Daniel Marchildon qui s'est mérité l'honneur d'incarner le père de la Nouvelle-France à l'occasion du grand rendez-vous Champlain à Penetanguishene. Comme ailleurs en Ontario, les Franco-Ontariens de cette région ont dû travailler fort pour obtenir leur école secondaire française. Ils ont même créé illégalement l'école secondaire de la Huronie dans cet ancien bureau de poste. 400 ans après Champlain, au village de La Fontaine, de fiers Franco-Ontariens bien enracinés organiseront le Festival du Loup. Ce festival deviendra le tremplin de plusieurs artistes de la Huronie, tels Jean-Marc Lalonde, Éric Dubois, le célèbre Damien Robitaille, lui-même un fier métis, Michel Paiement et l'irréductible Joël Roy. Et ceux-ci ont inspiré plein de jeunes artistes, tels les Sœurs Lefebvre et les Coureurs des Bois. Célébrons 400 ans, tous ensemble, francophone, ontarien. Aujourd'hui, célébrons 400 ans, 400 ans, 400 ans, 400 ans. Le 17e jour d'août, j'arrivai à Kayagé, où je fus reçu avec une grande allégresse et la reconnaissance de tous les sauvages du pays. Situé près du village de Warminster à l'ouest du lac Couchiching, le village de Kayagé est le point de rencontre de l'armée des Wendat. Les chefs Orani, Darontal et Ochâtegain sont de la partie. Ochâtegain est le chef Wendat qui, avec le chef Iroquais, avait convaincu Champlain à aller faire la guerre aux Iroquois en 1609. On apprend alors que les Andastes veulent se joindre à l'armée des Wendat et des Français. Les Andastes sont eux-mêmes des Iroquois Haudenosaunee qui vivent au sud des 5 nations iroquoises ennemies. Si les Andastes viennent surprendre les Iroquois à partir du sud, l'attaque sera double et encore plus réussie. Champlain propose d'envoyer des messagers pour recruter ce précieux renfort. Les alliés Wendat font les cérémonies qui précèdent chaque grand combat. On était toujours en festin et danse, à quoi ils furent très longtemps.
Champlain est inquiet. Si ces rituels prennent trop de temps, les feuilles rouges des arbres seront tombées et on ne pourra plus se cacher pour avoir un effet de surprise. Il s'impatiente, surtout qu'après ce combat, il veut rentrer au moins à Québec avant que l'hiver le garde prisonnier en cette contrée. Le 1er septembre, les troupes sont à Orillia, là où le lac Simcoe se déverse dans le lac Couchiching. De jour, Champlain avait admiré un ingénieux système de barrage que les Hurons ont créé pour pêcher le poisson. On attend d'autres groupes de guerriers Hurons et le rituel de départ bat son plein. Étienne Brûlé demande alors à Champlain d'accompagner les messagers qui vont vers les Andastes. Ce que facilement je lui accordais, puisqu'il verrait leur pays et reconnaîtrait les peuples. Le danger n'était pas petit, d'autant qu'il fallait passer au milieu des ennemis. Champlain indique à Étienne la date du grand rendez-vous, le 10 octobre, soit la veille du jour de l'attaque. Que Dieu le garde. De nos jours, à Orillia, on retrouve une école nommée en l'honneur de Champlain, ainsi qu'une magnifique statue à son effigie. C'est d'ailleurs à Barrie, non loin de là, que 400 ans après le passage de Champlain, 400 jeunes franco-ontariens de l'école Nouvelle Alliance ont fait la mise à l'eau au lac Simcoe de leur canot traditionnel qu'ils ont fabriqué pour l'occasion avec de fiers métis. Selon les sources, on croit qu'Étienne et sa troupe auraient emprunté le passage de Toronto. En descendant la rivière Humber, Étienne serait alors devenu le premier Européen à fouler la région de Toronto, Hamilton et la péninsule du Niagara en se rendant chez les Andastes en Pennsylvanie. Aujourd'hui, Toronto est le foyer moderne de dizaines de milliers de Franco-Ontariens de toutes les origines. On y retrouve de nombreux immigrants francophones venus d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient ou encore d'Afrique, tel mon père Buddy. C'est là qu'il est atterri. Toronto est devenue la ville la plus multiculturelle au monde. Chaque été, on y célèbre la Franco-Fête en plein cœur de la ville. Notre jeune passionné par toutes les cultures était loin de se douter qu'un jour, la première école secondaire de langue française de cette ville porterait son nom, l'école Étienne Brûlé. Le 8 septembre, Champlain et ses alliés se dirigent enfin vers l'Iroquoisie. Le 10 du 10 mois, il fit une forte gelée blanche. Nous continuâmes notre chemin vers les ennemis. Ils suivent la route de l'actuelle voie navigable Trent-Severn, portageant et pagayant pendant des jours et des jours les lacs Kawartha, passant la région de Peterborough et le lac Rice. Plus le temps passe, plus les feuilles se revêtissent de leur flamboyante couleur d'automne. Ceux parmi les Français qui en sont à leur premier voyage au pays sont émerveillés par le spectacle des couleurs, mais aussi par la chaleur que procure une saison qui n'existe qu'en Amérique, l'été indien. La forêt aura bientôt toutes les couleurs du feu. Champlain est rongé d'inquiétude. Arriveront-ils à temps pour surprendre les Iroquois? Si tous les arbres perdent toutes leurs feuilles, comment pourra-t-on se cacher de l'ennemi? L'équipage a atteint la baie de Quinte, là on bâtira la ville de Trenton. Trenton, c'est un centre militaire important pour le Canada. Et cette ville a déjà attiré plusieurs francophones et même des explorateurs modernes piqués par le même esprit de curiosité que Champlain. C'est le cas de l'astronaute Marc Garneau, qui a laissé son nom à l'école secondaire française du coin. Champlain pagaille ensuite le lac Ontario, où la ville de Kingston sera érigée. Avant d'accueillir plein d'autres jeunes francophones venus servir le pays, et avant même de devenir la capitale du Canada uni en 1841, la région de Kingston était iroquoise et française. 3 générations après Champlain, l'explorateur de La Salle a fait construire le fort Frontenac, là où se trouve le K-Rock Center aujourd'hui. Et une courageuse fille du roi y a dirigé une seigneurie, c'est Madeleine de Roibon. C'est
sans doute sur une des îles de Kingston que Champlain retrouve le chef Iroquais et ses guerriers algonquins. Ce chef est un grand allié et celui-là même qui avait pris Étienne Brûlé sous son aile. Champlain et ses compagnons admirent pour la première fois l'immensité du lac Ontario. Ils observent ébahis les centaines d'oies sauvages qui se préparent à voler vers le sud. Les voiliers formés par ces outardes sont un des plus grands spectacles de la nature. Les alliés Hurons, Algonquins et Français poursuivent leur route en suivant les oies sauvages jusqu'au sud du Grand Lac. Les sauvages cachèrent tous leurs canots dans les bois proches du rivage. Les Alliés ont débarqué à la baie Henderson, dans l'État de New York, aux États-Unis. Silencieusement, ils s'enfoncent dans le pays des Iroquois pour entamer un long portage de 40 km. Sous le couvert de la forêt, les troupes accourent vers le village iroquois d'Onondaga, dans l'actuelle ville de Syracuse. On doit agir vite. Le 10 octobre approche et on ne veut pas manquer le rendez-vous avec Étienne Brûlé, qui arrivera avec l'armée des Andastes en renfort. Le 10 octobre, Champlain et ses alliés sont cachés devant la forteresse d'Onondaga. Sur les 3 heures après-midi, nous arrivâmes devant le fort des ennemis. Champlain est surpris. Étienne Brûlé et l'armée des Andastes ne sont pas au rendez-vous. Tour à tour, Darontal, Ochâteauguin et Oranie se demandent ce qui peut bien causer ce retard. Si on attend trop, on risque de rater l'effet de surprise. En observant la forteresse des Iroquois, Samuel de Champlain et ses alliés sont stupéfaits. On s'aperçoit que les balles des fusils ne pourront pas traverser la palissade renforcée. En attendant Étienne et les Andastes, les chefs s'inquiètent. Notre dessein fut de ne pas nous découvrir jusqu'au lendemain, mais l'impatience de nos sauvages ne le put permettre. De jeunes guerriers courent vers l'ennemi. Impatients, les jeunes guerriers n'ont pas suivi le plan dressé par Champlain, Iroquais et les autres chefs. L'effet de surprise est raté. Ils sont maintenant pris au piège. Champlain et les Français doivent intervenir à la rescousse avec leur bâton du tonnerre. Les Iroquois se barricadent dans leur forteresse. On sonne la retraite. Nous nous retirâmes à la portée d'un canon, hors de la vue des ennemis.
Avant de retourner attaquer, on se prépare comme il se doit. Tradition oblige. On entame le chant du guerrier. Mes ancêtres Wendat pouvaient chanter ce chant traditionnel pendant toute la nuit. On le chantait de toutes ses forces pour éveiller le courage des ancêtres qu'on porte en nous, mais aussi pour tenter d'intimider l'ennemi. Le lendemain matin, 11 octobre, Étienne et les renforts ne sont toujours pas arrivés. Je leur proposai des moyens dont il fallait user pour avoir leurs ennemis, qui fut de faire un cavalier. Un cavalier, c'est une grande tour qui permettra aux soldats français de pouvoir tirer avec leur arquebuse par-dessus la palissade. Champlain leur a aussi fait fabriquer des mantelets, des manteaux de bois pouvant arrêter les flèches. La deuxième ronde du combat débute. S'approchant de la palissade, les alliés Hurons et Algonquins se font crier des insultes par les Iroquois. Encore une fois, de jeunes guerriers ne suivent pas les consignes de leur chef. Ils réagissent aux insultes et se lancent vers l'ennemi sans leur mantelet de bois. Du haut du cavalier, des Français utilisent leur arquebuse pour essayer de déloger les Iroquois. Mais ça ne sert à rien. Les Iroquois ont appris à se mettre à l'abri des coups de feu et les Français sont mal protégés des roches et des flèches. Ils doivent abandonner le cavalier. Puis, une pluie de flèches vient les inonder. Dans un effort désespéré, Champlain ordonne de mettre le feu à la palissade. Or, le vent souffle du mauvais bord. C'est le chaos total. Les cris et les hurlements sont tellement forts que les Alliés n'entendent plus les commandements de Darontal, d'Iroquet ou de Champlain. Une flèche iroquoise fend l'air à toute vitesse, tout droit vers Champlain. Kichimiigwech, Kichisipi Anishinaabe, Ho. L'Acadie à la mer Vermeille, du fleuve géant à la mer du Nord, au pays d'en haut, plein de merveilles. Je crois en toi, on nous plus fort. Dans 400 ans, ce pays, toi le rêveur, fus accueilli, nourri, guidé par des peuples fiers, montant ensemble la grande rivière. M'accroche à ton grand rêve, pagayons. Jusqu'au bout de la terre, dessinons ce nouveau monde, cette nouvelle France qu'on porte en nous avec puissance. Ils sont devenus mes rêves, ma passion. Sur tout le sol brûlé, cultivons un jardin d'idéaux, un monde plus beau. Le rideau se lève sur un monde nouveau.